Donc, vous savez que depuis, enfin vous savez peut-être pas tous, mais je vous l'apprends, depuis que nous existons, on a une espèce d'aficionado, d'inconditionnel, d'incontournable, vous ouvrez la porte, il est là, vous lui dites bonjour, il fait le reste, c'est Robert Plajol. Et Robert Plajol me dit, mais quand je parle chez moi, personne ne m'écoute, heureusement que je viens chez vous, il y a un petit peu de gens pour m'écouter. Et donc, il nous a dit l'an dernier, vous savez, je suis plus tout jeune, j'aimerais bien quand même un petit peu raconter ce que je fais depuis 1982, je crois. Et donc, on va lui donner la parole pour qu'il nous expose tout ça. Hommage à Robert Plajol, pionnier des cépages modestes. Je ne donne pas la parole tout de suite parce que je vais faire mon petit compliment en tant que président. Vous savez ce que c'est le petit compliment, hein, c'est le petit discours, le petit hommage. J'aime bien ce mot-là. Donc j'ai préparé un petit compliment. Robert, ça s'appelle Mon Plajol. À moi. Parce qu'en 2009, j'avais eu le plaisir de remettre le prix du Claude Vougeot à un Américain qui s'appelle Robert Camuto, qui est journaliste et qui avait fait un livre très très intéressant qui s'appelle Un Américain dans les vignes, une ode amoureuse à la France du bien vivre. Tu te souviens l'avoir vu, Robert Camuto? Donc il était venu vous voir, entre autres escapades de bon goût. Il était allé chez vous, les Plajol, père et fils. Et donc, dans son livre, il résume ainsi Robert. Viticulteur, oui, mais aussi poète, peintre, auteur, photographe, historien, collectionneur de livres, conservateur de cépages et raconteur d'histoires. Et ce qu'il ne disait pas dans le livre, c'est que Robert, c'est aussi un homme de bocaux. Un bocal, des bocaux. En effet, à la Vigne en Folie, qui est un délicieux et très couru bar, restaurant à vin de Gaillac, dans lequel Robert est associé, et qui présente une belle sélection de vignerons, il y a des étagères qui offrent à la vue, dans des bocaux, on les voit ici, un peu flous, mais des cépages du monde entier qui sont remarquablement conservés dans de l'aldéhyde formique. Et c'est un travail de Robert Plajol que cette grappothèque, accompagné du distillateur Laurent Cazotte, il est allé chercher les grappes du conservatoire de Vassal, conservatoire où il fut sans doute le premier vigneron à aller chercher son bonheur, premier vigneron client. Ça devait être vers 1982. Le cardiologue de Robert, malgré le secret professionnel, me l'a confirmé. Il y a dans son cœur une vigne. Homo vinifera l'a surnommé Pericolégas. Une vigne et tous les cépages qu'il a accueillis, les mal aimés, les prétendument fragiles, les dont le goût ne valait pas le coup, tués par le phylloxéra et l'homme. Il n'y a pas de mauvais cépages, il n'y a que de mauvais vignerons, aime-t-il à répéter. Ces cépages qui sont eux-mêmes au cœur de l'histoire de ce vieux vignoble gaulois, dont l'ADN tient exactement de l'océan et de la Méditerranée, ce vignoble gaillacois où les Plajols sont attestés depuis le XVe siècle. Prunelard, Landeleuil, Duras, Brocol, Muscadel, Verdanel et bien sûr Ondinque, l'arc-en-ciel des mosaques, le noir, le roux, le vert, le jaune, le gris, le rose, le côte de melon qui s'épanouit dans le conservatoire de Robert. À Cahuzac, sur Ver, se trouve un paradis qui n'est pas fiscal, mais ampélographique. Mais bien sûr, il n'y a pas que les cépages, l'amour de la viticulture. Il nous parle en défendeur ardent de la taille en gobelet, de la pratique de la feuille mère, ses réflexions sur le phylloxéra, la vinification traditionnelle, que ce soit le brut mosaque, qui va avec l'innovation, le vin d'Autan. Le vin d'Autan est ainsi nommé, nous a dit Robert, parce qu'il souffle depuis la direction où sont les autels dans les vieilles églises des villages. Donc de la direction, souffle le vent d'Autan, de la direction se trouve Jérusalem. Autant de passion ne va pas sans curiosité, et il faut voir le regard d'enfant de Robert, écoutant un autre trésor vivant, lui par contre complètement méconnu. Je parle de Théo Elzinga, son voisin.
qui, avec sa minutie enthousiaste de notaire hollandais, amasse depuis 30 ans la plus belle collection d'outils du vin et de la vigne de France. Il y en a 8000 aujourd'hui. Robert a fait les arts et métiers et il sait que même le plus modeste de ces outils dévoile l'inventivité de l'homme, l'ingéniosité du technicien, la malice du vigneron. Autant de passion ne va pas sans lecture, sans bibliothèque, et la sienne compte 4000 ouvrages. Ne va pas sans la conscience aiguë que la vigne et le vin sont des héritages culturels clés. Les acquis de nos ancêtres sont chargés d'avenir et nous devons les protéger contre la standardisation et la mondialisation, mais, déplore-t-il, il y a une méconnaissance culturelle de la vigne énorme. Aussi, autant de passion ne va pas sans mots, sans paroles, sans écriture, et son écriture manuscrite est très élégante, sans transmission. Le Pocket Wine Book de Hugh Johnson, 2017, définit ainsi avec sa concision habituelle Robert Plajol, rebelle et puriste, gardien des cépages locaux et mentor de bien des vignerons. Mentor et conférencier et écrivain, citons la saga des cépages gaillacois et tarnais, le vin de Gaillac, 2000 ans d'histoire, les vins de l'Antiquité même, avec Michel Bouvier. Autant de passion ne va pas sans le Tarn d'énergie joyeuse qui roule sur les jalousies et les inimitiés, sans l'énergie joyeuse du sportif qui se bat auprès des services forestiers pour que sa chère vigne sauvage, Vitis vinifera sylvestris, subsiste en forêt de grésines. Chère au point, cette Vitis vinifera sylvestris, d'en offrir un bâton à Pierre Gallet lors de l'hommage qui lui a été rendu à Montpellier le 6 avril dernier. La vie de Gallet, c'est un monument, nous disait-il il y a peu. Cher Robert, vous en êtes un autre. Autant de création ne se fait pas sans poésie. Vous savez que poésie vient du mot grec création, créer. Et j'aimerais citer trop brièvement Robert le poète, 4 vers parmi quelques 300 poèmes. Le raisin est une résistance, le vin est un art, le vigneron un artiste du grand cirque du bonheur. Autant de création ne va pas sans amour. Produire et laisser une trace d'énergie positive sur cette planète, c'est finalement le modeste travail de l'humain dans sa courte vie. Travailler la vigne, presser le raisin, élever du vin sont bien évidemment des tâches cosmiques qui dépassent une série de gestes nobles. C'est un travail d'amour. Comme le dit Robert, ce jeune vigneron plein de fougue, le père du vin, c'est le vigneron, et sa mère, la vigne. Comment voulez-vous que je reprenne le sujet après tant d'éloges? Je vais essayer de rester ce que je suis, que je m'efforce d'être, c'est-à-dire, comme le cépage, modeste. C'est un peu difficile maintenant, mais bon, tant pis pour vous. Je pense qu'André en a dit beaucoup, il en a peut-être trop dit. Je ne dirais pas qu'il en a dit, il n'en a pas dit assez. Ça va, ça va. Merci de m'avoir invité. Ben, forcément, à partir d'un certain temps, on se dit, bon, peut-être l'année prochaine on ne le reverra plus. Alors, profitons-en tant qu'il est vivant. Je vais essayer de rendre vivant aussi mon exposé. Mais avant, je voudrais dire à Michel Brasse, qui attend patiemment son tour, d'être venu pour apporter un peu, comment dirais-je, cette espèce de lien d'amitié qui existe entre nous tous et entre des gens particuliers comme ce phénomène de Michel. Son sommelier Calderon arrivera tout à l'heure. Il est déjà rentré. Merci Sergio. Et bon, j'arrêterai là parce qu'ils diront ce qu'ils ont à dire avec
l'amour qui nous est réciproque. Voilà, on va commencer, alors je m'arrête là, on va commencer par l'exposé. Bon, l'exposé, c'est qu'est-ce que j'ai fait dans ma vie. C'est très long, et donc on va le raccourcir. On m'a dit surtout, ne dépasse pas l'horaire. Ben, je m'aperçois qu'il y en a qui l'ont déjà dépassé. Bon, donc vous me pardonnerez d'aller un peu plus loin. En fait, je vais essayer. De toute façon, c'est André qui va régler le balai, hein, là, pour les images. Merci, André. Donc, c'est lui qui va, à un moment donné, dire stop, on s'arrête. Voilà, alors, c'est. Hop, ça va trop vite. Ça, il faut arrêter. Arrêtez le débat. Bon, donc, je vais essayer. Alors. Je suis né vigneron, puisque depuis ça va faire 9 générations que nous sommes vignerons à Gaillac. Ça commence pas par là, hein, André? Voilà, merci. Que nous sommes vignerons. Je n'étais pas destiné à être vigneron. Pas du tout, puisque à l'époque, l'instituteur du village avait convaincu mon père de m'envoyer dans un lycée technique, enfin c'était pas un lycée, c'était un collège technique, et j'étais destiné aux arts et métiers. Donc j'étais en section arts et métiers. J'ai passé mon brevet industriel à 15 ans et demi, et comme j'avais été reçu dans les 3 premiers, j'avais droit à l'accès direct à l'école des arts et métiers de Tarbes. Bon, l'avenir en a décidé autrement, parce qu'au niveau des bourses, on a considéré que mon père avait 5 hectares de vignes, était trop riche, et que par conséquent, je n'avais qu'à revenir vers Caille. Ce que j'ai fait, pas avec beaucoup de plaisir, mais avec une certaine indifférence. Et donc je me suis intéressé à la vigne grâce à l'université dans laquelle j'étais placé, dont le directeur était mon père. Et c'est vrai que j'ai beaucoup appris, c'est vrai que, bon, j'ai acquis, grâce à lui, cet amour des livres, puisque déjà il avait une bibliothèque relativement conséquente, et je me suis efforcé de faire quelque chose. Entre-temps, je suis que faire quand on a 15 ans, 16 ans, 17 ans, 18 ans, être sportif. J'ai fait beaucoup d'athlétisme. J'ai été, ça j'en suis assez fier d'ailleurs. Ne le saurait-on pas quand on est gamin. J'ai été recommandé Pyrénées du 1500 mètres et du 3000 mètres, et mon record a été battu 20 ans après. C'est déjà pas mal. Et puis j'ai fait mon service militaire. Entre-temps, je m'étais marié. Je me suis empressé de faire 3 enfants à mon épouse. Et puis, je me dis maintenant, il faut que tu sois sérieux, que tu fasses quelque chose de consistant. Et élever les enfants, m'occuper de mon épouse, mais j'avais d'autres cordes à mon arc parce que on m'a un peu, comment dirais-je, emprisonné dans le système syndical, et j'ai été pendant 28 ans responsable syndical du syndicat des appellations contrôlées à Gaillac. À force d'être une locomotive, j'ai fini par ne plus vouloir tirer les wagons. Je me suis arrêté, donc, à un moment donné, et j'ai repris ma totale indépendance. À partir de là, eh bien, vous allez voir ce qui s'est passé. On y va, André. Alors, la première image, que je vous dise, pardon, la première image est une image exceptionnelle parce que c'est une photo, c'est une fleur d'Ampelopsis cordata. Nous avons un éminent ampélographe, donc je ne sais pas si vous connaissez, vous avez déjà vu cette photo, je ne pense pas, elle a été faite cet été grâce à des plants d'Ampelopsis cordata que j'ai au domaine, qui viennent de Vassal d'ailleurs, et grâce à la complicité d'un ami photographe, voilà cette photo. Je l'ai mise là parce qu'elle me paraît magnifique. Je regrette de dire qu'elle est plus belle que la photo de la vigne cultivée. Mais bon, là voilà.
Et je vais vous présenter un peu maintenant le lieu dans lequel je vis depuis bientôt 82 ans, presque. Voilà, c'est Gaillac. Alors Gaillac, évidemment, on ne va pas le répéter, je vous laisse lire, parce que vous diriez, mais il répète toujours pareil, et puis. Mais bon, nous en sommes fiers quand même, c'est un des plus vieux vignobles de Gaulle, certainement, avec l'abbaye Saint-Michel, où les moines étaient souverains, c'est-à-dire c'est eux qui élaboraient la plupart des vins que nous connaissons maintenant. Et ils avaient même inventé, à l'époque, ils n'ont rien inventé, ils ont fait comme tout le monde, ils se sont copiés les uns les autres, mais nous avons le privilège à travers eux de pouvoir élaborer des effervescents naturels. Alors, on ne les appelle plus mousseux naturels, parce que mousseux naturel, c'est péjoratif. Bon, moi je l'ai rebaptisé, je l'ai appelé mosaque nature, parce que ça faisait allusion au cépage, et nature parce que c'est élaboré de manière la plus naturelle possible et la plus naturelle du monde actuellement, puisque nous sommes dans un monde complètement différent où tout est sujet à caution. Voilà, ça c'est le berceau avec ces cépages. Ça c'est un des éléments de Gaillac qui est important parce que ce que vous voyez, l'image de gauche, recèle un véritable trésor, c'est la cloche de la Candée. La cloche de la Candée, pourquoi je l'ai citée, c'est parce qu'elle a un exemple. Depuis le 9e siècle, elle sonne à 4 heures pour l'arrêt de ce qu'on appelait les brassiers. C'étaient des gens qui allaient prêter leurs bras. À 4 heures, ils s'arrêtaient, et pour acquérir leur liberté, c'était instauré depuis le 9e siècle dans le Gaillacois et ailleurs, mais surtout dans notre région du sud-ouest, ils avaient la possibilité d'aller travailler une petite parcelle qu'on appelait le plantou. Alors le plantou, c'est un plantier. Et pourquoi un plantier? Parce que le plantier, ça fait du vin, et que le vin se vendait relativement cher, et que ça leur permettait de rapidement acquérir leur liberté, parce qu'en le revendant, ils achetaient leur liberté. Le servage n'existait pas. Chez nous, le servage n'existait pas. Bon, voilà, et cette cloche, elle est symbolique parce qu'en plus, elle a été placée en haut de ce clocher par les révolutionnaires qui ne voulaient pas entendre parler de cloche, mais ils ont autorisé celle-là parce que la précédente était fêlée, et celle-là était une cloche d'heure d'un monastère qui a été complètement détruit à la Révolution. Et donc elle a été sauvée parce qu'elle était une cloche d'heure, donc elle n'était pas une cloche dite de religion. Voilà, mais c'est juste un petit passage pour vous dire un peu que notre région fourmille, évidemment, d'histoires intéressantes. Ça, c'est le château du parc de Foucault, tout simplement, où on fait la fête des vins de Gaillac. Ça, c'est la place principale, très ancienne, bien sûr, du XVe siècle, avec la fontaine de Griffoul, où ont lieu les marchés de Gaillac, qui sont relativement importants. Voilà, ça c'est la première marque à feu. Je pense que c'est la première marque qui existe en Europe. Elle est née du conflit que nous avions avec les Bordelais. Les éternels ennemis qui n'avaient pas la possibilité d'avoir les vins qu'ils ont actuellement, prélevaient au passage, avec les vins dits du haut pays, prélevaient au passage un certain nombre de barriques, parmi évidemment les meilleurs, à la meilleure saison et au meilleur moment. Et les gens de Gaillac ont dit, mais vous n'allez pas nous les voler comme ça, on va les marquer. Et donc elles ont été marquées, c'est une marque à feu qui existe chez, donc, tout à l'heure, vous avez vu la photo, chez ce monsieur qui a ce musée en question. Voilà, elle a été récupérée, elle avait disparu, et elle est réapparue grâce à ce collectionneur. Ça, c'est le bouteille. Bon, c'est un ordre qui date de... Son ancêtre, c'est l'oreille de la poudre. L'oreille de la poudre existait déjà en 1438. Nous avons un document qui a échappé à la fois aux guerres de religion et à la Révolution, parce que chez nous, tous les documents, malheureusement, ont été brûlés. Beaucoup ont disparu, il en reste très peu.
il y a un document qui est resté où on a retrouvé des traces de cette confrérie de la poudre. La confrérie de la poudre, c'est-à-dire la poudre, la serpette avec laquelle on taillait la vigne, que tout le monde connaît plus ou moins. Et en 1948, il y a des gens de bonne volonté qui ont repris, qui ont pris le relais et qui ont appelé cette confrérie la confrérie de 10 bouteilles. Il y a ici dans la salle une dame, je crois, qui m'a dit que la confrérie allait sévir bientôt à Estin. Je suis vice-chancelier de cette confrérie. Voilà. Là, c'est un vignoble, une partie du vignoble, on va pas vous faire voir toutes les photos. Le vignoble de Gaillac. Ah, oui, voilà. Un élément important, c'est le vent d'automne chez nous. Alors, le vent d'automne, c'est. On appelle le vent des fous. Pourquoi? Parce qu'il apporte des perturbations, puisqu'il est dit qu'il provoque de l'électricité statique et qui a une influence sur le comportement des individus. Alors, évidemment, il y a plusieurs automnes, nous ne sommes pas les seuls. La seule région dans laquelle souffle l'automne, vous avez toute une liste là. Vous voyez, alors l'automne, comme a dit André tout à l'heure, c'est vrai que ça vient du mot Auta, qui est un mot languedocien, mais en français, on a pensé que c'était le vent haut, puisqu'en latin, alta, ça veut dire haut. Alors, donc, il y a eu quand même une interprétation en Languedoc, et on a considéré que les églises étant orientées d'une certaine manière, on disait dal costat d'un souffle, d'un buffo, le ben d'auto. Donc, le mot est resté et est devenu autant en français, auta, en Languedoc. Voilà, sous les dans l'Aubrac, l'Auvergne, etc. Voilà. Alors, quelques anecdotes, parce que c'est amusant le vent d'automne. Chez nous, vous allez voir, il joue un rôle principal. Le vignoble de Gaillac n'existerait pas s'il n'y avait pas de vent d'automne et s'il n'y avait pas la forêt de Grésines. Je vous expliquerai pourquoi. D'abord, le vent d'automne, bien sûr, puisqu'il arrête la pluie, il la provoque quelquefois quand il s'arrête de souffler, et en même temps, il sèche ce qui a été mouillé, comme on disait autrefois. Les vieux disaient « Et l'ouben que sécara » ce que sera bagnat. Le vent séchera ce qui a été mouillé. Alors le voilà, avant Victor Hugo, évidemment, les faces ici du vent d'automne, vous les voyez, et puis la caravelle qui a pas pu décoller parce qu'il soufflait le vent d'automne. Alors une petite allusion qui est... voilà. Alors je traduis pour ceux qui n'ont peut-être pas compris, on ne peut pas empêcher le vent de souffler et les femmes de parler. Il n'y a pas de protestation, ça va, c'est bien. Bon, non plus. Bon, une autre image. Voilà, alors celle-là est importante, c'est une allusion un peu à Michel Brasse. Vous reconnaissez le taureau de la gueule, là, bien sûr. Et il y a un professeur, c'est le vrai nom, le professeur Cosinus, qui a étudié l'influence du vent d'automne sur l'éjaculation prématurée du taureau. Vous voyez que le vent d'automne mène à tout. Le vent d'automne mène à tout. Il est beau quand même, le taureau de la gueule. Bon, ça dit en passant. Voilà, alors c'est une carte du vent d'automne, vous voyez, il prend des directions différentes, parce qu'il est multiple, et il y a des régions, notamment dans le Castrais, où il souffle très fort. Alors, l'influence sur la vigne, l'influence du vent d'automne sur la vigne. Alors voilà, et évidemment, il produit un dessèchement sur les... Bon, dès l'instant où le cépage est sensible à la pourriture noble, ça accélère tout. J'en ai profité pour étudier à partir d'un cépage qui s'appelle l'Undin, qu'on verra tout à l'heure, pour réaliser un certain nombre de... on ne peut pas parler ça des prouesses techniques, mais des adaptations technique du vent d'automne. Si l'individu, que nous sommes chacun d'entre nous, n'est pas capable d'analyser la situation dans laquelle il est, sur le plan géologique, sur le plan climatique, sur le plan social, etc., et il ne peut pas faire un individu équilibré d'une part, et qui pense, et qui fait, et qui agit.
Là, il était question de savoir, le vent d'automne c'est quoi, il fait quoi, à quoi il sert, qu'est-ce qu'on peut en faire, qu'est-ce qu'on peut en tirer de ce vent d'automne. Et on va passer aux autres images, voilà ce qu'on peut en tirer. Alors, deux choses. La première, c'est de le laisser agir sur souche, et ensuite, au cas où il pleuvrait, puisque chez nous, la période d'équinoxe, jusqu'à présent, maintenant la climatologie va changer, mais la période d'équinoxe commençait vers le 28 septembre, et donc, il fallait se méfier des bontés de la nature. C'est-à-dire qu'à un moment donné, la pourriture de l'eau ne suffisait pas, et moi j'avais pensé le pincer d'abord. Alors le pincement, évidemment, qu'on appelle ensuite passerillage, on a trouvé dans la tombe de Toutankhamon des vins dont la traduction a été vin passerillé. Ça veut dire que les Égyptiens déjà connaissaient le principe. Bon, nous on l'a appliqué et ça a donné ça. Ça a donné d'une part un dessèchement sous tunnel pour se protéger de la pluie en dernier ressort, et le dessèchement complet avec lequel on obtient un vin sur lequel là aussi la bibliothèque ne sert pas à rien. Lire, c'est déjà un gros travail, mais retenir ce qu'on a lu, c'en est un autre, et l'analyser, c'est encore un autre. Il y a un auteur qui s'appelle Sébastien, qui a écrit au 19e siècle, qui a dit, voilà, l'Undeng, ce cépage gaillacois, peut donner des vins qui peuvent rivaliser avec les meilleurs des sauternes, y compris Yquem. Vous avez trouvé ça un peu présomptueux, mais il dit quand même, c'est un signe. Ça veut dire d'abord qu'avec ce cépage, on peut faire des liquoreux, et que peut-être on peut atteindre un certain niveau de qualité. Eh bien, on l'a atteint parce qu'il y a 2 ans... on peut le discuter, mais nous sommes classés parmi les 4 meilleurs vins liquoreux de France. Cocorico, merci. Voilà, alors ça c'est la carte des principaux cépages du sud-ouest. Bon, tout à l'heure il a été fait allusion au niveau du prunelard. On pourra en discuter donc demain un peu plus peut-être, parce que ça allongerait le débat. Le prunelard se retrouve un peu seul, et en plus, il est le père du Malbec, d'après l'ADN qui a été fait. N'est-ce pas, M. Williamos? Pas de contradiction, merci. Bon, donc là, déjà, alors nous sommes fiers, évidemment, mais ce n'est pas le seul, hein. On a d'autres cépages comme le Mozac. Le Mozac avec ses 7 couleurs de baie. 7 couleurs de baie, que vous allez voir tout à l'heure. Nous avons le loin de l'œil. Le loin de l'œil, il est né chez nous. On trouve aucun lien de parenté pour le moment. Ça ira peut-être un peu plus loin. Enfin, etc. Donc nous sommes dans une région où ces cépages-là, ces cépages dont nous sommes les uniques possesseurs, parce qu'ils n'ont pas parcouru le monde, sont intéressants à plusieurs titres. Alors voilà, on va vous les passer rapidement. Donc le Mozac vert, évidemment c'est un peu accentué comme couleur, mais on voit bien la couleur de la baie, le Mozac roux, le Mozac jaune, le Mozac gris, le Mozac rose, le Mozac côte de melon. Ah, c'est une particularité le Mozac côte de melon parce que par transparence on voit apparaître des côtes de melon. C'est une variété de Mozac qui ne produit que entre 1 et 4 grappes de raisin, pas plus. Il est exceptionnel. Je crois que nous sommes les seuls, je dis bien les seuls, au domaine Plageoles, à avoir encore des côtes de melon, puisque Vassal ne l'a pas. Et tous les producteurs ont enlevé ce cépage parce qu'il était un peu maudit, puisqu'il ne produisait pas assez, bien entendu. Comme beaucoup de cépages qui ne produisent pas, hop, on les a éliminés. Alors, ça c'est le loin de l'œil, ou l'Indélais. L'Indélais, c'est une appellation en Languedoc, l'Inc de l'œil. Loin de l'œil. Pourquoi? Parce que les méritages sont allongés, et le premier raisin qui va se développer, il est loin du premier œil. Voilà. L'Undeng qui vient évidemment d'un village à côté de Toulouse qui s'appelait Onde, village au cours de laquelle il y a eu, au XVe siècle, il y a eu des vols, et les gens qui ont volé, on les a appelés péjorativement les Undengs. Ils ont été condamnés, bannis du village, et on les a appelés les Undengs.
Et par déformation de la Languedoc, le Loulou-Zundinx a donné le nom à ce cépage, lequel cépage s'appelait auparavant le primaille, le premier. Parce que beaucoup de noms de cépages sont issus de Languedoc chez nous. Il ne faut pas l'oublier, ça. Le Verdanais, c'est un rescapé de Vassal. Il restait 4 pieds à Vassal. Je les ai récupérés. On a mis 5 ans pour planter 30 arbres. Ça y est, il est sauvé. Maintenant, nous en avons 1,5 hectare. Il fait partie il est rentré dans le catalogue maintenant. Bien que notre cher conservatoire régional dise qu'ils l'ont sauvé, ce n'est pas vrai. C'est Plageol qui l'a sauvé, je m'excuse, je le dis pour rétablir la vérité, parce que j'ai horreur de ces trucs-là, de s'attribuer, les gens qui s'attribuent des choses qu'ils ne méritent pas. Je suis très sévère là-dessus, je peux vous le dire. Et je ne pardonne pas en plus ces mensonges. J'ai horreur de ça. Bon, le Duras. Ah oui, ça c'est un truc qui devient original. Le Duras, c'est, bon, je sais pas, je gagne à quoi aussi. Je fais travailler André, il perd son rythme local, bien sûr, que vous connaissez ici, bien entendu. Le prunelard, on y revient au prunelard. Bon, le prunelard a été sauvé aussi, mais bon, d'une autre manière. Et la négrette qui a immigré chez nos amis frontonnais et qui fait le succès d'ailleurs de Fronton. Je crois que dans le Gaillacois, il en restait un rang ou deux de négrette. C'est tout ce qu'il y a dans le Gaillacois. Voilà, alors ça, sont les cépages cultivés actuellement, donc, cette Mosage, Wandeleuil, Ounin, Verdanel, etc., etc. Les oubliés maintenant, parce qu'il y a un paquet de cépages qui ont été oubliés. Nous avons au conservatoire l'Ozérie de Gaillac. Ils ne sont pas forcément nés à Gaillac. Ils sont cités, ceux qui sont nés à Gaillac, vous allez voir. L'Ozérie, le Mézier Saint-François au Blanc Ramé, mais ça, on le trouve dans mon bouquin que j'ai écrit sur les cépages, bien entendu, avec des explications. Parce que je ne suis pas un pélographe, simplement je fais des recherches historiques, ce qui est complètement différent. Mais je m'appuie un peu sur la pélographie, très modestement, parce que quand même, ils sont plus savants que moi, à bien des égards. Hein. Voilà, alors ça, c'est le prunelard blanc, qu'on trouve encore, je crois qu'il y en a à Fronton, le pic-poule, ou plan de dame, ou folle blanche, toute une histoire, celui-là, ce cépage. Le guidoulin, qui est un trousseau gris à Vassal, le maristel ou moirastel, évidemment, tous ces cépages ont émigré à un moment donné pour des raisons climatiques. Je ne veux pas allonger le débat, mais comme on rentre dans une période chaude, c'est vrai qu'on peut retrouver tout ça maintenant. Hein. Le Mourtet, lui, c'est un cépage purement gaillacois. Toutes ces images viennent du conservatoire de Vassal. Hein, je veux dire, ce ne sont pas des images inventées. Ça existe en bonne et due forme. Voilà, pic-poule. Le pignol, alors lui, il est gaillacois. Le mille-granette. Alors, le morvèdre aussi, qui s'est transformé en morvèdre. Le fumat, qui est gaillacois. Enfin, en tous les cas, quand je dis qu'il est gaillacois, d'après l'ampélographie, il serait originaire de chez nous. Le canari ou monding noir, alors là, il y a controverse pour certains ampélographes, mais bon, moi je me suis fié à la première lecture, il y en a peut-être d'autres. Lecture, le iade, ou l'iade, et bon, juste pour l'image, le plus vieux cépage du monde, enfin le plus vieux, je pense qu'il y en a d'autres, hein, mais bon, c'est le plus spectaculaire en tous les cas, c'est le Nescol, puisque on l'a présenté au peuple juif quand ils sont allés dans le pays de Canaan, en disant voilà ce que nous avons comme richesse chez nous, et ces cépages évidemment donnent des raisins. La photo est prise à Vassal. C'est pas la plus grosse grappe, hein, mais à l'origine ça donne des grappes beaucoup plus importantes. Hein. Vous voyez la grappe portée par les messagers en question, là, elle est beaucoup plus grosse, puisqu'elle devait peser entre 18 et 20 kilos. Voilà. Elle figure sur la pierre, la sculpture qui a été faite pour Pierre Gallet à Montpellier, voilà. Dans les jardins des
Voilà. l'agriculture. Merci. Donc elle est l'école. Merci de le préciser. Voilà, alors j'ai gardé un souvenir. Nous avons d'ailleurs un exemplaire de ce cépage. Alors, à ma connaissance, ce cépage n'est cultivé qu'en Roumanie. Enfin, on trouve des vins en Roumanie, issus du Nélescol. Voilà. Alors, arrive la grande catastrophe à Gaillac, comme ailleurs. Le phylloxéra, voilà la bestiole. Bon, ça, c'était une aptère, je ne sais pas si on dit un ou une aptère, on va dire, ailée. L'aptère ailée, c'est le propagateur, c'est-à-dire qu'on s'est aperçu, 30 ans après la connaissance du phylloxéra, qu'il y avait communication entre les aptères non ailées qui attaquaient les racines au sol et les aptères ailées. Et quand les aptères non ailées avaient bouffé tout ce qu'ils avaient bouffé, ils alertaient les aptères ailées qui allaient ailleurs pondre et reproduire. Bon, de toute façon, ce sont des animaux qui sont. Des insectes, pardon, qui sont hermaphrodites. Hein, ils produisent à volonté mâles et femelles. Hein. Voilà, alors donc on a eu ça. La vigne est attaquée, elle meurt. La dépression est contagieuse. Ce que je disais ce matin dans l'intervention, c'est l'homme qui a peut-être plus détruit finalement la vigne que le phylloxéra. Bon, ça reste à prouver région par région. Moi, je l'ai étudié à partir des documents qui m'ont été envoyés du Jura d'une part et d'Albi, enfin du Tarn d'autre part, où finalement l'homme ça a été un joyeux prédateur, hein, enfin un joyeux malheureux, puisqu'il était menacé de toutes parts. Hein. Si tu n'arraches pas la vigne, on te brûle à la maison, on te tue, enfin, etc., etc. Voilà, donc tout ça, ça fait que nous avons passé un très très mauvais quart d'heure. Chez nous, il y a une commune qui s'appelle Amarens, à côté de Cordes, Cordes qui est bien connue hein, comme étant le plus beau village de France. Ce village d'Amarens, d'après les archives que j'ai retrouvées, il est resté 40 ans sans faire du vin. 40 ans. Il a fallu que je le relise plusieurs fois pour me dire, mais est-ce que c'est possible? Ben oui. C'est possible. Et ça explique beaucoup de choses. Ça explique cette espèce de désamour qu'il y a eu de la vigne française, de désamour qu'il y a eu de certains cépages, enfin, une espèce de perte de mémoire collective qui a été difficile à surmonter. Très, très, très difficile à surmonter. Voilà. Alors, bon, ça fait 130 ans après, bon. Et là, il y a quelque chose qui arrive, c'est que Nature et Progrès, dont je pense, à qui je pense on peut faire, quand même, qui font autorité, on peut faire confiance, s'est aperçu qu'il y avait un constat de dégénérescence des cépages du porte-greffe américain, et en même temps, évidemment, un constat de dégénérescence des cépages européens. Alors ça reste à confirmer par les scientifiques, mais comment on va dire? Moi, je suis vigneron, je m'appuie sur des choses... bon, et je laisse à ceux qui sont contestataires le soin de m'apporter la preuve du contraire. Alors, je le dis, s'il y a des gens qui me disent non, c'est pas vrai, je veux bien les croire, mais j'attends qu'ils m'apportent la preuve. Moi, personnellement, et ce matin, vous avez entendu dans tous les débats que la vigne est malade, quelque part, que la société des vignerons est malade, quelque part, que la société industrielle est en train de saccager tout ce qu'il est possible qu'elle puisse saccager, et elle le fera si nous ne résistons pas. Voilà, alors apparaît une nouvelle maladie maintenant, la flavescence dorée. Bon, très bien, alors c'est un joyeux animal, ça aussi, un joyeux insecte, excusez-moi pour l'animal. Et c'est sûr que lutter contre la flavescence dorée, c'est peut-être pas, d'après les réflexions qui ont pu être faites par Nature et Progrès, on dit, bon, il reste quoi pour lutter contre les maladies, notamment la flavescence? Le semis, un moyen de régénérer le porte-greffe, la plantation en direct des cépages européens, c'est une piste, et puis le lambrusque. Et il dit sûrement plus efficace, mais ô combien difficile étant donné la rareté des vitis sylvestris. Sauf, j'ai rajouté moi, dans notre belle forêt de Grésines. Cocorico. Voilà, alors, donc, pour bien comprendre la chose, il faut savoir, bon, la vigne est née sur la planète. Alors ça, c'est des textes que j'ai retrouvés dans les travaux
de galets, bien entendu. Je l'ai soumis d'ailleurs. Il y a peut-être que on peut toujours le contester, mais je ne pense pas. Il s'agit toujours de millions d'années, c'est pas mal. Voilà comment ça se passe. Et nous sommes dans 3 millions d'années dans la vigne sauvage. Et on a constaté, ne se greffant-elle, que les plantes représentant certaines affinités anatomiques et physiologiques, telles qu'on les observe en général dans un même genre ou une même famille botanique. Donc la vigne franche de pied reste la franche de pied si elle est greffée sur la même espèce botanique. Ça m'a alerté. Bon, le reste est rajouté. L'ADN permettait de greffer des plats ayant les mêmes affinités. C'est pas mon travail. Hein, c'est l'affaire des scientifiques. Mais je lance la chose. Parce que j'aime bien faire bouger les lignes. Si personne ne les fait bouger, je pense que quelquefois les techniciens s'endorment sur leur sujet et les rapports qu'ils peuvent faire, fussent-ils aussi importants qu'ils puissent l'être, sont passés quelquefois à la trappe. Vous en savez quelque chose, les chercheurs. Hein. Voilà. Alors donc, je suis revenu. En fait, mon parcours, c'est de partir vigneron, faire du vin, étudier les cépages. C'est ce que j'ai fait dans la région, et l'histoire des cépages, et puis revenir à l'origine, c'est-à-dire d'où sont partis les cépages, où ça a commencé, où l'aventure a-t-elle commencé. Et la chance que j'ai, c'est d'habiter une région où il y a une forêt qui s'appelle la forêt de Grésigne. Elle est issue d'un massif qui a 350 millions d'années, c'est de l'époque permienne, c'est un massif qui a 350 millions d'années, qui à l'origine faisait 1200 mètres de hauteur, et puis il y a eu un affaissement du côté des Pyrénées et vers le massif central. Il est réduit maintenant à 500 mètres de hauteur. Mais c'est un massif avec quand même 4000 hectares de forêt, et dans laquelle on trouve évidemment, comme c'est une forêt primaire, et je pense que les forêts primaires sont celles où il y a le plus de vignes de vitis, je pense, hein, on me contredira ou pas, j'en sais rien, en tous les cas, nous en avons. Bon, là, nous en avons, et peut être faite par Nature et Progrès. On dit, bon, il reste quoi pour lutter contre les maladies, notamment la flavescence? Le semis, un moyen de régénérer les porte-greffes, la plantation en direct des cépages européens, c'est une piste, et puis le lambrusque. Et il dit sûrement plus efficace, mais ô combien difficile, étant donné la rareté des vitis sylvestris. Sauf, j'ai rajouté moi, dans notre belle forêt de Grésigne. Cocorico. Voilà, alors, donc, pour bien comprendre la chose, il faut savoir, bon, la vigne est née sur la planète. Alors ça, c'est des textes que j'ai retrouvés dans les travaux de Gallet, bien entendu. Je lui ai soumis d'ailleurs. Il y a peut-être que on peut toujours le contester, mais je ne pense pas. Il s'agit toujours de millions d'années, c'est pas mal. Voilà comment ça se passe. Et nous sommes dans 3 millions d'années dans la vigne sauvage. Alors, cette jarre a été retrouvée en Iran, là, dans laquelle il y avait. Bon, c'est 1500 ans, ça va, c'est un bail. Alors ça, c'est une photo que l'on a prise de récemment, cette année, d'une fleur de vigne sauvage en forêt de Grésigne. Alors, cette fleur de vitis, elle est pas très, la photo est pas très belle, mais on fera mieux l'année prochaine avec mon ami Jean-Albert. Voilà, voilà ce qu'il est dit, donc concernant la vigne sauvage. Le sinus pétiolaire de la vigne sauvage est plat. La feuille a 5 sinus, la feuille de vigne a 5 lobes, 5 nervures, 5 pétales, 5 onglets, 5 semences, etc., etc. Tout est basé sur le chiffre 5. Alors pour les gens qui ont la science des nombres, ça leur dira quelque chose, certainement. Et la 5e feuille du rameau, dans la plupart des variétés, est appelée feuille mère du raisin. C'est ce dont je vous ai parlé ce matin. Alors, on peut penser que c'est une plante sacrée, puisque une chose aussi étonnante, c'est que la spirale de croissance est de l'ordre 5, et le phénomène est connu, puisque on l'appelle la suite de Fibonacci. C'est surtout, les gens le connaissent surtout sur les arbres fruitiers. J'ai repris
J'ai repris cette photo d'Ampelopsis cordata parce qu'elle est tellement belle qu'on ne se lasse pas de la regarder. Voilà, donc la vigne fait partie des plantes sacrées et le vin est considéré comme la boisson des dieux. À chacun de l'interpréter à sa façon. Alors, qu'est-ce que j'ai fait donc en 99? En 99, visitant la forêt de Grésigne, j'ai prélevé des pieds de vigne de Vitis. Alors j'ai prélevé des sarments, pardon, de vignes de pieds mâles et des sarments de pieds de vigne femelles, sous l'autorité donc de Vassal, de la Combe, et tout allait très bien. Et quand j'ai amené ça à mon pépiniériste, il l'a confié à un garçon. Donc on avait mis les pieds mâles à 3 yeux, de manière à s'en servir comme porte-greffe, pour ne pas se tromper. Et les pieds femelles à un œil, comme greffon. Et quand on a confié ça à quelqu'un plus, qui a trouvé extraordinaire qu'il y ait des sarments à 3 yeux et des sarments à un œil. Il ne lui a pas expliqué, il a tout coupé à un œil, et il a tout mélangé dans un seau. Il est vachement content. Vous ne pouvez pas savoir ce que ça m'a fait plaisir. Bon, qu'est-ce qu'il reste à faire? Ben, il reste à planter quand même, hein, c'est-à-dire à greffer ça. Donc le greffeur m'a dit, la maison m'a dit, mais moi je suis obligé de vous le greffer sur du 3309, c'est-à-dire sur un porte-greffe américain. Bon, on fait quoi? Ah oui, mais ça n'a pas d'incidence, n'est-ce pas? Je ne sais pas. Pas d'incidence, merci. Sauf que ça ne me plaisait pas, mais on le fait quand même. Donc depuis 1999, on a 60 pieds de vigne de Vitis sylvestris au domaine. Ils sont là, en photo, vous les voyez. Bon, ils sont conduits comme les autres vignes, hein, ce qui à mon avis est une erreur. Mais il fallait bien commencer par quelque chose. Ils ont 17 ans, ces pieds. 17 ans. Alors maintenant, on va voir s'ils sont atteints par le phylloxéra ou pas. On ne sait pas. On va regarder tout ça. Parce que tout ça est passé, je ne peux pas tout faire tout seul, la famille non plus. On est passé sous l'égide du conservatoire fruitier de Pucelcy, qui est au centre de la forêt de Grésigne, et eux vont s'occuper de la chose. Et à partir de là naissent de multiples questions, bien sûr, et à laquelle nous n'avons pas de réponse. Mais il y a des gens qui peuvent nous apporter des réponses. En tous les cas, les questions sont nombreuses. Maintenant qu'on connaît que j'ai vu M. Williamos, il faut que je lui dise une chose. M. Williamos. J'ai rencontré les gens de Vassal en 1982. Et je leur ai dit, voilà, j'ai votre nom, j'ai votre adresse, et j'ai votre numéro de téléphone. Et je ne vous lâcherai jamais. Et depuis, je fréquente Vassal. Rassurez-vous, certainement nous nous fréquenterons. Voilà, donc voilà où nous en sommes. Et l'idée est venue de dire, voilà, si cette vigne sauvage se révèle être d'une force particulière et pouvait régénérer nos cépages, pourquoi ne pas prendre l'idée, adopter l'idée de greffer la vigne actuelle sur, comme porte-greffe, des Vitis. Voilà. L'idée est là. Bon, nous avons commencé, parce que, vous savez, quand on a mon âge, on n'a pas de temps à perdre. Hein. Je racontais à table le temps qu'il faut en partant d'un cépage retrouvé. Vous retrouvez un cépage, vous allez à Vassal, vous dites, voilà, l'année prochaine, il faut me garder des plants. On vous garde des plants. Un an est passé. Vous prenez ces plants, vous amenez chez un pépiniériste. Il vous les plante, il vous les racine, il vous les greffe. Il y a 2 ans qui sont passés. Vous les plantez chez vous. Ça fait la 3e année. Vous attendez 3 ans pour qu'ils soient suffisamment développés pour pouvoir en tirer parti, pour avoir de reproduction.
Bon, vous voyez, déjà, ça fait un bail. Ensuite, vous avez la vigne, donc vous pouvez planter avec une certaine surface, il faut une certaine surface. Et là, il vous faut 5 ans pour pouvoir commencer à prélever des raisins pour avoir une petite vinification. Bon, ça fait déjà 10 ans. Faire la vinification, étudier le résultat obtenu, etc., ça vous fait 5 ans de plus. Il faut 15 ans à partir du moment où vous avez eu l'idée. Voilà. Ce n'est pas pour vous décourager les jeunes, ou ceux qui voudront le faire, mais mettez-vous au boulot tout de suite. Ça va vite, 15 ans. Moi, j'en ai passé 30 à faire ça. Voilà. Alors là, nous sommes dans l'hypothèse, évidemment, de l'hermaphrodisme en pays grécois, parce que j'ai communiqué avec Gallet, c'est mon communicant en France, et Gallet me dit « Ah, mais j'aimerais que vous me trouviez des fleurs mâles, des fleurs femelles et des fleurs hermaphrodites. » Eh, Gallet, vous êtes gentil, mais d'abord, la floraison était passée, d'une part, et d'autre part, les fleurs hermaphrodites, il y en a 2 à 3%. Et dans la forêt de 4000 hectares, ça fait un drôle de boulot, ça. Et bon, on va s'y attaquer l'année prochaine et on va voir qu'est-ce que ça donne. C'est pour ça que peut-être je vieillis un peu mieux, parce que j'ai de l'espoir. Ça aussi, ça compte. Donc, voilà, nous sommes partis sur tout ça. Alors ça, c'est le greffage tel qu'on l'a vu ce matin, mais avec les outils. Le greffage à l'anglaise, parce que ce sont des pinces que peut-être vous ne connaissez pas, je ne sais pas. Ça, c'est un gars de chez nous. C'est le même qui a inventé les freins Wistinghouse, il paraît. C'est un Français de Saint-Antonin qui a vendu son brevet des freins à un Américain. Voilà. Et il a inventé cette pince qui permet de greffer, donc à l'anglaise, comme on a vu les images ce matin. On passe. Alors, pardon, juste, on peut revenir une seule arrière. Je l'ai écrit en rouge. Il faut savoir qu'il n'y a rien à inventer. Le nouveau, c'est simplement ce qui a été oublié. Et Dieu sait qu'on en oublie des choses actuellement dans notre monde moderne. Voilà. Ce sont des pépins de raisin retrouvés. L'université de Mirail a fait, à travers des élèves d'une classe en 98 ou 97, une classe qui avait fait une thèse sur l'évolution des pépins de raisin à travers les âges. Bon, juste, j'ai 3 minutes là pour vous raconter une petite anecdote, parce que ce jour-là, avec ces élèves, donc j'étais dans la forêt de Grésines, je les avais accompagnés parce que je connais les sites, il pleuvait, bon, des cordes. Les gendarmes passent et s'arrêtent, parce qu'ils me connaissent. Ils me connaissaient, maintenant ils ne me connaissent plus. Je ne sais pas que j'étais un délinquant à l'époque, je ne suis pas encore, hein. Mais ils me connaissaient, ils s'arrêtent, ils me disent « Ah, bonjour, monsieur Plageol, qu'est-ce que vous faites là ?» J'ai dit « Je cherche des pépins de raisin. » Ils ont tourné un peu le képi. Ah bon, il m'a dit, ah bon, ben oui, j'ai dit, je cherche des pépins de raisin. Ah, il m'a dit, ça va être intéressant. Oh, vous ne pouvez pas savoir. Voilà, c'est juste l'anecdote pour dire, parce que, bon, voilà, par les chemins par lesquels je suis passé pour arriver à mon âge, là. On continue. Voilà, alors ça c'est un exemple de ce qu'on a pu faire dans la forêt, relever dans la forêt. C'est une photo avec le marquage. Vous voyez, c'est un marquage qui a été fait en 90, là, le cercle rouge, là. Tu le connais très bien, puisque je t'ai photographié devant, mais je n'ai pas la photo, c'est dommage. Mais en fait, c'est pas grave. La photo existe toujours. Et donc, c'est une vigne sauvage qui a poussé sur un merisier. Et le merisier était très convoité par les forestiers. Hein. Un merisier, ça vaut de l'argent. Hein. Donc, il a fallu, grâce à M. Bourdillot, qui est le patron de la forêt de Grésines, avec qui je suis en communication depuis bientôt 20 ans, il va partir à la retraite d'ailleurs, et donc on a réussi à le sauver. Et alors, ce qui est curieux, c'est qu'il est associé, ce pied de vigne, avec un lierre, vous voyez, ce gros
À droite, la machin rouge, là, le gros truc qui monte sur la droite, c'est un lierre. Et dans l'Antiquité, on considérait que le lierre, c'était l'anti-ivresse. Et chez les Grecs notamment, quand il y avait des agapes comme ça, le gars qui voulait se boire beaucoup et qui voulait combattre l'ivresse, il se faisait une tresse avec du lierre, pensant que c'était l'élément essentiel pour qu'il ne soit pas ivre. Et là, ils se retrouvent tous les deux, un peu comme dans l'Antiquité. Bon, c'est rigolo, c'est une image intéressante peut-être à plusieurs égards pour les gens qui aiment revenir au temps antique. On continue. Voilà, ça c'est la première récolte de raisins. Alors, voilà, c'est ça. Ça c'est un pied de vigne en pleine inflorescence. C'est énorme comme inflorescence. À côté, ce sont quelques temps après les raisins qu'on a pu obtenir. Et là-haut, c'est mon fils Bernard avec... on lui tient l'échelle pour qu'il puisse attraper des raisins, parce qu'ils sont à quelques mètres de hauteur. Et on a pu cueillir les raisins, on les a pressés, on a obtenu du jus, 2 litres de jus, que je me suis empressé d'amener au laboratoire à Gaillac, en leur disant, voilà, je voudrais que vous le gardiez jusqu'au bout du chemin, parce que j'en avais pas davantage, jusqu'au bout du chemin, c'est-à-dire jusqu'à la fermentation en bouteille de ce jus de raisin. On l'a amené au labo, le labo a fait une première analyse, le degré, l'acidité, la colorimétrie, bon, tout allait très bien, degré ça faisait 10,2, l'acidité ça faisait 5,4. Je dis ça pour les gens qui connaissent ces termes-là. Non, tout allait bien. Et 2 jours après, je reviens pour voir qu'est-ce qu'on allait faire encore comme analyse, et le garçon qui s'était préoccupé de ces choses-là avait un air tout contrit, et il me dit... je suis obligé de vous annoncer une catastrophe. Qu'est-ce que tu as fait encore? Il me dit, je me suis disputé avec les filles, il y a 4 filles et un garçon. Et les filles ont reproché de ne pas nettoyer les échantillons qu'ils reçoivent au laboratoire et qu'ils lavent pour les rendre aux vignerons. Et de colère, il a tout enlevé, il a tout vidé, y compris les échantillons. Bon, je lui ai dit, écoute, c'est pas grave, excusez-moi du terme, mais une connerie, ça se rattrape. Il m'a dit, oui, c'est vrai, j'ai fait une grosse bêtise. Mais j'ai dit, écoute, on m'a rattrapé. Mais l'année d'après, les gens qui passent avec les pareuses m'ont coupé le pied. Voilà. Et, à mon avis, je m'adresse à qui de droit, je pense que c'était un pied hermaphrodite. Je ne suis pas sûr, mais je pense. Il n'y en a pas beaucoup, et c'est le seul qui m'ont coupé. Voilà. Alors, pour se prémunir de tout ça, depuis, je me suis adressé donc au conservatoire de la forêt, enfin pas de la forêt, au conservatoire fruitier qui est dans la forêt de Résigne, et nous avons tout marqué, avec la complicité évidemment à la fois de l'administration qui s'occupe des épareuses, c'est-à-dire que les gens qui passent avec l'épareuse ne peuvent plus couper les pieds avec les pareuses parce qu'elles sont géolocalisées, les pieds sont géolocalisés. Et comme la vigne sauvage a tendance à marcoter, même les marcottes sont marquées en bleu. Voilà, je m'en occupe depuis 82, hein, nous sommes quand même en 2016, hein, mais bon, il faut de la patience et il faut surtout ne pas mourir entre-temps. Hein. Voilà, alors tout à fait sur la droite, c'est un film qu'a réalisé mon ami Jean Jiménez qui est là, à la caméra, et qui a moi j'ai ce privilège qu'ils me suivent depuis, je ne sais plus maintenant, 10-15 ans, plus même. Il y a des kilomètres de reportages, puisqu'ils travaillent pour l'université du Mirail. Donc, tout ce que j'ai pu faire, tout ce qu'il a pu filmer, ça part un peu partout dans l'enseignement, enfin, bon, etc. Et il a réalisé ce petit film que vous avez vu une année ici. Il est sur le site. Il est sur le site. Merci.
Mais vous l'aviez dit. Oui, vous voyez, j'oublie des choses. Heureusement que vous êtes là. Voilà, alors ça, ce sont les séances de marquage avec les gens de la forêt, les gens de l'administration, et puis mon ami Jean-Albert, qui est le photographe, qui est dans une situation un peu paradoxale, mais c'est comme ça qu'il faut filmer la vigne sauvage. Et là, on va passer peut-être à les dernières images. Voilà. Ça, c'est un pied de vigne sauvage qui est filmé dans toute sa hauteur. Pas près d'être au bout, hein, vous allez voir. En tous les cas, il est comme mon poignet. Hein. Il doit avoir plus de 150 ans, je pense. Il est dans un lieu inexploité de la forêt de Grésines depuis 150 ans. Alors, voilà comment ça pousse, hein, forêt de Grésines. Et là, il a essayé d'attraper la canopée le plus rapidement possible. Alors, il y a plein de mystères parce qu'on dit, mais, il s'accroche nulle part, il pousse comme ça, ça reste quand même, ça reste assez, pour moi, homme ordinaire, assez inexpliqué, vous voyez. Voilà. Il n'est pas au bout, là. Hein. Il n'est pas au bout, il n'a pas pu, parce qu'après, il y a la canopée qui est importante. Voilà, ça fait partie des images. Alors voilà, ça c'est ce qu'on a fait. Sensibilisation, donc ça c'est le département maintenant qui va s'en occuper. On a fléché, on a géolocalisé. Jean Jiménez, qui est toujours présent, est là, est venu et a fait plusieurs films là-dessus. Il va en faire d'autres, bien entendu, de manière à ce que ça reste, qu'on ne vienne pas nous contester après en nous disant non, mais vous n'avez pas ci, vous n'avez pas là. Nous l'avons fait, c'est long, c'est fastidieux, c'est une ouverture vers un tas de questions que peut-être aussi maintenant, à partir de maintenant, vous vous posez. Vous savez, j'ai fait la même chose avec fait des conférences sur le pigeonnier. Et en haut de pigeonnier, chez nous, il y a une quille en haut du pigeonnier. Et en fait, la quille, c'est un phallus. Et j'ai dit aux gens, quand vous regarderez un pigeonnier, vous ne le regarderez jamais plus de la même manière. Voilà, là c'est pareil. La vigne sauvage, peut-être... Ah, ce sont des dernières photos, parce il y en a une qui est déjà passée. Bon, dans le monde, on m'appelle le troublion de Gaillac. Évidemment, il faut bien troubler la société, parce que sinon, elle s'embêterait. Ça, c'est un hommage au président fondateur, qui a fait un bel article. Et puis Gallet, là, le jeune de 94 ans, que j'ai eu au téléphone encore il n'y a pas longtemps. Et puis, nos amis, là, qui sont patiemment, qui ont attendu, Michel Brasse, que tout le monde connaît, et puis Sergio, qui vont maintenant prendre le relais, parce que moi je suis fatigué, et je vous remercie de m'avoir patiemment écouté. Merci quand même de cette présentation qui a été faite de manière merveilleuse et qui m'émeut beaucoup. Merci, Président. Michel Brasse et Sergio. Michel Brasse, on vous donne la parole, le micro, avec Sergio Calderon, donc le sommelier des Maisons Brasse. La petite brochure est à vendre à l'entrée. Je fais du commerce. La petite brochure est à... J'ai un petit brochure, il y a beaucoup à lire là-dessus. Ça, c'est la photo de Grésines, c'est la photo. Tout ce que vous n'avez pas compris, c'est là-dedans. Bravo. Donc, ça coûte 10 €, il y a 1 € pour l'association. Et Voilà. c'est pour moi, pour vous permettre de faire un Donc bouquet. 10 € dont 1 € pour le président, c'est Par sympa. contre, tout auteur, n'oublions pas. Michel, Sergio, à qui je donne... Mais ça va être dur de passer derrière Robert, c'est sûr. Ah ben oui, j'en attendais pas moins. Je vais les écouter.
Bon, juste d'abord une petite aparté. Bon, quand on parle des vins modestes, j'ai envie de vous raconter un peu mes souvenirs. Mais de l'autre côté du Lot, là, à 3 km à vol d'oiseau, j'avais mon oncle, c'était la maison où mon père est né, et il y avait une vigne. Alors c'était à Rafagne, qui n'existe plus aujourd'hui. Et je sais que toute la famille se réunissait à Toussaint. Et on goûtait le premier jus qui était de la couleur des nappes, là, tout violet. Il était un peu comme la couleur de l'encre de mon encrier en porcelaine que j'avais à l'école. Et ce que je voulais dire, c'est que le vin, je ne sais pas s'il était bon, s'il était charpenté ou pas, mais c'est qu'il avait la faculté de nous réunir tous et dans la joie et la bonne humeur. Voilà, c'est peut-être un peu une belle chose, je trouve. Après, Robert, c'est un phénomène, qu'est-ce que c'est peut-être, je ne sais plus. On s'est rencontrés En 81. 81, voilà. 81, avec un homme que j'apprécie beaucoup, qui est de la trempe de Robert, qui s'appelle André Baladier, qui porte l'Aubrac depuis toujours. C'est deux personnes entières, à qui moi je dois beaucoup. Alors pourquoi je l'ai cru? Parce que je ne sais pas trop. On s'est côtoyés, on s'est fréquentés. Robert, il a certainement un peu, là où je me retrouve un peu, sans avoir son aura et tout, et sa capacité à transformer les choses, c'est que dans la cuisine, je trouve que les plus belles cuisines, c'est celles qui puisent dans le rien, dans le vide un peu. C'est un peu les facultés de nos terroirs. Et Robert, c'est un peu ça que j'ai trouvé et qui m'a enthousiasmé quand je l'ai rencontré. Il parlait de choses qui étaient rejetées et avec lesquelles, enfin, en parlant des cépages, et avec lesquelles il arrivait à faire des choses qui étaient gourmandes. Voilà, un peu, bon. Alors, la famille Plajol, aujourd'hui, ils l'ont mis un peu au rencard, les enfants, là. Pas tout à fait. Bon, on se retrouve chaque année. C'est la maison, oui. C'est la maison de retraite intellectuelle. Alors, on entretient notre amitié chaque année. On s'est réunis avec des vignerons sur la houlette de Sergio. Le prétexte, c'est d'aller vendanger. Ouais. Je ne sais pas si on fait grand-chose. Si. Et on se réunit avec des vignerons qui nous sont chers. Je ne sais pas s'il y en a quelques-uns aujourd'hui. Ils sont là. Et on refait le monde, voilà. Et on goûte. Ça fait 22 ans. 22 vendanges, fin de vendange passées ensemble avec Michel, Sergio et toute l'équipe. Bon, nous sommes passés de 26 à 300. Voilà, mais maintenant... Les inscriptions sont closes pour 10 ans, je crois. Oui. Voilà, Serge. Bien, ça c'est un peu l'embuscade là, parce que bon, Robert il me dit tiens, tu viens, bon, c'est calme, tu les quittes le service. Bon, pour Robert, qu'est-ce qu'on ne ferait pas? Moi, ce que je voulais dire, c'est que bon, certains d'entre vous me connaissent, mon accent n'est pas du terroir. Je suis arrivé en 1983, j'ai poussé une Tarnès, une Cordaise, et Lazare a fait bien les choses. Juste à côté, il y avait la famille à Plajol, à 10 km. Et si je suis dans le vin, c'est en grande partie grâce au Plajol, à Robert Jossi. Voilà, et donc des anecdotes, on en a des kilomètres. Des kilomètres de tonnes. Mais ce qui... Bon, il y a quelque chose que j'essaie toujours, que je m'inspire beaucoup. Bon, dans sa parole, là, je saurais jamais, je n'arriverai jamais à la cheville, mais c'est la générosité, c'est l'essence que je trouve dans le vin, c'est je pense beaucoup à Robert, voilà, c'est le partage, voilà, ça, parce que là, bon, là on parle des cépages, moi là je suis pas très calé, moi c'est plutôt le vin, comment on fait vivre le vin, qu'il soit issu des cépages modestes ou pas, c'est voilà, partager le vin, toute l'énergie que le vin génère. Voilà. Merci Robert.
Donc c'est moi qui vous remercie infiniment d'être venu. J'élève la voix parce que pardon de faire un reproche à ceux qui sont passés derrière le micro. Je trouve que vous ne parlez pas assez fort. Et pour des gens comme moi, par exemple, qui est Louis un peu tracassé, j'entends pas assez. Et je n'ose pas vous faire répéter parce que l'exposé durerait 2 fois plus. Voilà, alors les prochains, s'il vous plaît. Est-ce qu'il y a des questions? Là, on a Michel Brasse, Sergio Calderón, Robert Plajol avec nous. Est-ce qu'il y a des questions? Jean? Michel, est-ce que vous avez élaboré éventuellement des plats qui vont avec des vins de cépages locaux modestes, locaux ou pas? Locaux, non, je pense pas, mais avec les vins de la famille Plajol, oui. Mais je me souviens plus. Ouais. Non, on n'a pas fait un plat, on a fait carrément un vin. Et en 2014, on a fait le bras d'Otan. Je ne sais pas si tu l'as apporté. Oui, voilà. C'était le bras d'Otan. C'est une histoire d'amitié. Voilà. On accueille. On a bu beaucoup. Je ne sais pas s'il en reste. Ça doit être une bouteille pour collecteur, pour collectionneur. Une bouteille collecteur, oui. Le bras d'Otan 2014. Oui. Michel a fait un dessert, je crois, à partir de vinaigre. Un vinaigre que nous avions élaboré, et il a fait un dessert à partir du vinaigre, parce que j'ai écrit un poème sur le vinaigre, parce que c'est en général, parce que Migneron parle de vinaigre, mon Dieu, il est suspect de quelque chose. Or le vinaigre est un produit dérivé du vin qui peut être anobli, et il a été par Michel, qui l'a incorporé dans un dessert. Je ne sais pas si vous imaginez. Voilà, merci Michel. D'autres questions? Moi, je voudrais juste faire un petit hommage à Michel en lui disant que le vin lui a dit certainement qu'en toi je tomberai, végétal ambroisie, grain précieux jeté par l'éternel semeur, puisque de ton amour naisse la poésie qui montera vers Dieu comme une rare fleur. Merci, bravo. Une question, une autre question? Non, on va faire une petite pause. Oui, Jean? Est-ce que la ligo saucisse nécessite un marteau? Une question pour Sergio, mais il est parti. Non, mais dans mon cœur, oui. Oui. Moi j'ai eu un blanc. Tu as dit que j'avais écrit 300 poèmes. Je peux vous en lire un? 260 ou 300? 300. Oui. Je vais vous en lire un seul. C'est sur la vigne sauvage, bien sûr. Ça s'appelle Sylvestris. Bien nommé. Merle déjectueux, ta fiente a enfanté. Le petit pépin perdu vient de naître. Vitis sylvestris a pris racine en forêt de Grésigne. Il grandit en silence, en pays ennemi. La nature a ses lois et ses règles sont dures. D'abord d'être accepté ou sinon rejeté. S'élancer vers les cimes de la belle canopée, s'accrocher au tuteur salvateur. Alors, le petit pépin perdu va pouvoir respirer. Son avenir millénaire est enfin assuré. Vitis sylvestris, 140 millions d'années te précèdent. Ton épreuve de survie est toujours renouvelée, mais le Créateur a tout prévu, même ton immortalité. Wow. Merci encore à Michel et à Sergio. Merci à tous les trois. Merci Robert.